Bonjour, chers collègues du CDSI, et bienvenue à cette nouvelle capsule qui va s'intéresser à la planification écrite d'une leçon. Si vous êtes jeune enseignante ou jeune enseignant, eh bien cette vidéo va vous intéresser fortement. Mais attention, même les plus expérimentés pourront y trouver leur compte. En effet, la fiche de planification est une aide importante à la méta-réflexion. Avant de lancer les explications qui ont été enregistrées par notre collègue Nicolas Palumbo, veuillez noter la chose suivante. L'exemple qui vous sera montré prend comme base la fiche de planification utilisée au Grand-Duché du Luxembourg par le Centre de formation continue ou le Centre de formation initiale. Mais vous pouvez réorganiser les éléments comme cela vous semble pertinent, tout en enlevant ou en rajoutant différentes colonnes. Sachez néanmoins que chacune des colonnes a son importance. Il ne me reste plus qu'à passer la parole à mon collègue Nicolas Palumbo et à vous dire au revoir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous présenter la fiche de planification et vous donner quelques indications qui vous permettront de la compléter au mieux. Tout d'abord, vous complétez les informations de base, votre nom, votre prénom, la date de la séance. Vous complétez le nom de votre lycée. Attention, si vous enseignez dans une annexe, c'est toujours bien de le spécifier pour, par exemple, certains de vos accompagnateurs, comme le conseiller didactique. Vous indiquez la spécialité, vous indiquez la classe, vous indiquez l'horaire et vous indiquez également la salle. Ensuite, il faudra indiquer l'objectif ou les objectifs généraux de votre cours et le domaine de compétences à développer. Je prends tout simplement un exemple d'un cours sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc je note ici, pour l'objectif général du cours, lecture suivie et analytique d'un roman naturaliste du 19e siècle. Pour le domaine de compétences à développer, je note la compréhension de l'écrit. Ensuite, on vous demande de compléter les objectifs d'apprentissage ou les objectifs opérationnels. Les objectifs opérationnels, ce sont les objectifs que vous allez essayer de viser sur le terrain, c'est-à-dire dans votre travail en opération avec votre classe. Donc ici, il faudra toujours bien penser à les formuler de cette manière-là. À la fin de la leçon, l'élève est capable de. Ensuite, vous ajoutez les verbes de la taxonomie de Bloom. Et pour que cet objectif soit bien formulé, il faudrait que vous indiquiez aussi les indicateurs de réussite qui vous montreront si cet objectif est atteint. Je vous donne un exemple. À la fin de la leçon, l'élève est capable de retracer, distinguer, exposer et expliquer l'évolution psychologique et la tactique de Thérèse après le meurtre de Camille, en réalisant une carte heuristique et en se référant précisément, avec citation, à des extraits d'un corpus de textes choisis. Vous voyez ici en gras des verbes qui sont issus de la taxonomie de Bloom et ici j'ai souligné l'indicateur de réussite. J'aimerais que ce retraçage, cette distinction, cette exposition et cette explication se retrouve dans une carte mentale et j'aimerais que cette carte mentale se réfère précisément à certaines parties d'un corpus d'extraits à travers des citations. On vous demande ensuite d'indiquer le sujet de votre leçon. Le sujet de cette leçon serait l'évolution psychologique et la tactique de Thérèse suite au meurtre de Camille. Vous voyez bien que l'objectif général du cours est lié aux objectifs opérationnels et bien évidemment, il est lié au sujet de la leçon. Il s'agit simplement d'une autre manière de présenter ces éléments. Je conseille aussi, dans une leçon de 50 minutes, de ne pas prévoir trop d'objectifs d'apprentissage. Je pense que 1 à 3 objectifs d'apprentissage sont largement suffisants pour une leçon de 50 minutes. Pour une unité de 100 minutes, on pourrait envisager éventuellement 3 à 5 objectifs d'apprentissage, mais il vaut mieux rester modeste dans ses ambitions et vraiment s'assurer que ces objectifs sont atteints à travers
la structure et le concept de la leçon. Ensuite, dans la première colonne, on vous demande d'indiquer les différentes parties de la leçon. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une différente partie? Vous pensez peut-être déjà au modèle qu'Andrea vous a présenté dans une autre capsule vidéo. Une partie de la leçon peut être, par exemple, l'entrée en matière. Ça peut être un rappel. Ça peut être une phase d'information qui sera peut-être suivie d'une phase d'exercice ou d'une phase de transfert. Une autre partie de la leçon pourrait être une mise en commun et une partie à ne surtout pas oublier, ce serait la clôture. Voilà, vous pouvez également indiquer une estimation de temps, mais n'oubliez pas que nous travaillons avec des apprenants et que ces indications doivent quand même rester plus ou moins flexibles, mais il faudra quand même montrer que vous savez gérer le temps, même si vous n'arrivez peut-être pas à clôturer chaque phase à la minute près. Ensuite, dans la deuxième colonne, on vous demande d'indiquer le contenu. Donc vous retrouvez cet élément que j'ai déjà indiqué, l'évolution psychologique et la tactique de Thérèse après le meurtre de Camille. Voilà le contenu de cette leçon et fait aussi partie de ce contenu le corpus d'extraits que j'ai choisi pour faire travailler mes élèves sur ce sujet. Ensuite, dans la troisième colonne, on vous demande d'indiquer les méthodes ou les activités d'apprentissage. Alors j'en cite quelques-unes ici. Là aussi, dans une leçon de 50 minutes, vous ne pouvez pas mettre en place trop de méthodes. Je pense que si vous arrivez à en mettre en place une, deux, voire trois, c'est déjà très bien. Sur une unité de 2 heures, bien sûr, les possibilités sont plus larges. Et au niveau d'une séquence, là, vous pourrez montrer ou mettre en œuvre encore bien d'autres méthodes. Le but de la méthode, bien sûr, c'est qu'elle doit être au service de l'apprentissage. On ne choisit pas une méthode juste pour le plaisir de la méthode. Il y aurait par exemple la méthode interrogative, la méthode maïotique, la méthode magistrale qu'on connaît très bien, des méthodes plus coopératives comme la méthode Think Pair Share ou la méthode Placemat, tout simplement mettre les élèves en travail individuel, en travail en binôme, en travail de groupe, faire un tour d'experts, mettre en place un Learn Tempo Duet, etc., etc. Ici, vous pourrez faire appel à toutes les méthodes que vous êtes en train de collectionner dans ce qu'on appelle votre méthode archive ou en français votre collecte de méthodes. Dans la colonne suivante, on vous demande d'indiquer vos ressources et vos supports de cours. Donc, par exemple, le classique, le tableau noir, la craie, le livre de lecture, dans mon cas, un texte polycopié, éventuellement des fiches Bristol, il vous faudra peut-être un flipchart, peut-être des feutres, vous travaillerez peut-être avec une tablette qu'il faudra connecter à AirServer ou Apple TV, vous aurez éventuellement besoin du vidéoprojecteur, si vous faites une écoute, vous aurez besoin des haut-parleurs, vous avez peut-être prévu de faire travailler les élèves sur un Padlet, vous aurez peut-être préparé une présentation Keynote, vous ferez peut-être une clôture à l'aide d'un Mentimeter, il vous faudra peut-être des dictionnaires, etc., etc. Donc c'est dans cette colonne-là que vous indiquez toutes les ressources dont vous avez besoin. Et puis, j'en arrive déjà à la dernière colonne qui est peut-être la plus complexe, c'est celle qui porte sur le processus d'apprentissage. Dans cette colonne, vous pouvez noter tout ce qui répond à la question suivante. En quoi cette partie de la leçon, c'est-à-dire la partie que vous avez indiquée à gauche, en quoi cette partie de la leçon ou cette activité favorise-t-elle le processus d'apprentissage de l'apprenant? Donc, pensez là aussi au modèle Aviva qui nous donne déjà quelques pistes. Le modèle Aviva qui nous donne une idée de structure de la leçon mais qui nous présente aussi une structure d'apprentissage. On aurait par exemple le rappel, nous aurions une activation ou une réactivation, peut-être que nous sommes dans une application, ce sera peut-être une phase de découverte, une phase d'information, une phase d'exercice, une phase de transfert où l'élève doit mettre en œuvre, appliquer ce qu'il a appris précédemment. Peut-être que pour ce processus d'apprentissage, ce qui va être important, c'est de préparer une évaluation diagnostique, formatrice ou formative, une évaluation entre pairs par exemple.
Peut-être que la phase de mise en commun va être importante pour développer ce processus d'apprentissage. Peut-être que ce sera aussi une phase de métacognition dans laquelle vous allez revenir sur ce que l'élève a pu apprendre. Vous pouvez également y mentionner les canaux de communication qu'on appelle aussi d'acquisition sensorielle ou les styles d'apprentissage ciblés. On parle du VAC, le visuel, l'auditif ou le kinesthésique. Si vous montrez une image pour renforcer votre thématique, eh bien vous allez faire appel au visuel. Si vous faites écouter une chanson ou un reportage, vous allez cibler le canal de communication auditif. Si vous demandez à vos élèves de bouger ou de faire quelque chose, eh bien vous allez vous situer au niveau du kinesthésique. Vous pouvez également mentionner le champ de l'apprentissage. On parle du CAP. C'est le cognitif, l'affectif, le psychomoteur. Dans mon cas, je travaille sur des textes, donc le processus d'apprentissage est très axé vers le cognitif. Si vous demandez aux élèves comment ils se sentent après avoir lu ce texte ou vu cette image, vous allez peut-être tomber dans l'affectif. En effet, donc, la façon dont nous présentons la matière au sens de nos élèves peut profondément modifier leur acceptation, leur compréhension et leur rétention. L'IFEN vous indique encore quelques pistes que vous pouvez mentionner dans cette colonne sur le processus d'apprentissage. Vers le bas de cette fiche, vous indiquerez les prévisions des difficultés potentielles des élèves. J'ai ajouté ou lié à votre projet de cours. Par exemple, vous avez prévu de travailler avec Apple TV ou avec Air Server. Si la connexion lâche, que faites-vous ? Donc l'idée ici, c'est d'avoir un plan B. Vous avez peut-être prévu de travailler avec un texte dans lequel il y a de nombreux mots qui risquent d'être inconnus des élèves. Comment allez-vous contrer cette difficulté ? Les Anglais évoquent ici l'idée de potential pitfalls. Quels sont les pièges dans lesquels l'élève risque de tomber et comment est-ce qu'en tant qu'enseignant, eh bien, je vais essayer de les faire avancer. Donc il est important ici de prévoir, non seulement de prévoir la difficulté qui risque de se poser, mais d'anticiper et de proposer aussi une alternative. Dans la dernière partie de cette fiche de planification, eh bien, on vous demande d'argumenter vos choix pédagogiques. C'est ici que vous précisez, que vous expliquez vos choix, vos intentions pédagogiques par rapport au projet de leçon que vous avez conçu. Lorsque on conçoit une leçon, n'oublions pas que nous sommes des architectes, nous créons en quelque sorte une œuvre d'art et il faut savoir aussi justifier ces choix pédagogiques parce qu'il n'y a pas une seule manière de concevoir un cours. Il y a différentes manières et ces différentes manières vont dépendre aussi de la conception que vous avez de l'apprentissage. Donc il faut que vous soyez capable de justifier vos choix pédagogiques. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.